C'est Gérard de Sède dans l'Or de Rennes, publié en 1967, qui fait entrer l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains dans l'affaire dite de Rennes-le-Château. Tandis que Béranger Saunière a laissé derrière lui de nombreux éléments, tels que des documents, des photos, son église, son domaine, l'abbé Boudet, lui, n'a laissé qu'un livre codé en guise de testament, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Bonjour André, et merci d'avoir bravé la canicule pour cet entretien. Alors nous sommes précisément à Rennes-les-Bains, là où officia l'abbé Boudet de 1872 à 1914. Alors André, tu es considéré comme un des spécialistes de ce sujet. Pourtant, c'est un sujet difficile à aborder car il y a peu d'éléments concernant l'abbé Boudet. Oui, effectivement, l'abbé Boudet, on n'a pratiquement rien sur lui, donc sauf, on n'a même pas de photos d'ailleurs officielles de l'abbé Boudet. Il y en a 5 ou 6 qui courent sur le net et tout ça, mais aucune photo vraiment officielle. Et très très peu de documents sur lui. Il n'aurait pas écrit La vraie langue celtique, que je pense qu'il serait passé carrément comme un inconnu, quoi, en fin de compte. Mais comment tu expliques cela? Parce qu'il a bien été à l'école quelque part, il a bien dans un séminaire. Pourquoi autant l'abbé Saunière, on a des tas de photos, autant lui, il n'apparaît nulle part. C'est une volonté? Eh bien, on se le demande si ce n'est pas une volonté, justement. C'est qu'il a fait disparaître tout ce qui pouvait exister sur lui. Parce qu'en fin de compte, oui, il n'y a pas de photos. Bien que le petit séminaire, il va le faire dans les années, bon, il va être ordonné prêtre en 1861, donc c'est dans les années 1800, quoi, en fin de compte, au milieu du 19e. La photographie n'était pas très développée à cette époque-là. Ça pourrait expliquer qu'on n'ait pas de photos de lui au séminaire, quoique il ne faisait pas encore peut-être des photos de classe comme on a fait nous quand on était jeunes. Je pense que c'est plus une volonté, parce qu'on a des photos d'autres prêtres, alors que lui, on n'a absolument rien. Et de son frère Edmond? Et de son frère Edmond, parce que moi justement j'aurais pu suivre la piste de son frère Edmond. Quand on regarde les frères Saunière se ressemblent étrangement. J'ai dit peut-être que Edmond Boudet, en ayant la photo d'Edmond Boudet, on va avoir à peu près la photo d'Henri Boudet. Mais il n'y a pas plus de photos d'Edmond Boudet que de photos d'Henri. Enfin, il faudrait s'adresser à la famille, mais la famille n'est pas très d'accord là-dessus. Tu as été à Axat, essayer de retrouver des archives? Non, j'ai pas été à Axat parce qu'en fait même, bon, on sait que Edmond Boudet est un notaire, mais ils n'ont pas grand-chose non plus, de toute manière. Donc il faudrait s'adresser effectivement à la famille. Mais la famille maintenant, le seul qui pourrait nous renseigner est à Paris. Et voilà, donc il a été tellement demandé tout ça pour avoir des renseignements, des papiers, tout, que maintenant c'est très dur en fait, c'est la famille Qatari qui possède sûrement les derniers papiers de l'abbé Boudet, mais ils ne sont pas facilement accessibles. Et cette photo qui circule sur le net avec les 5 abbés, c'est une photo authentique? La photo des 5 abbés est authentique. Maintenant, dire que dans les 5, il y a l'abbé Boudet, c'est autre chose. L'abbé Boudet était passionné par la photo. C'est peut-être même un des seuls qui a eu très très tôt un appareil photo et faire des photos. Il a pris la cité de Carcassonne, il a pris les rouleurs avec l'abbé Saunière, il a fait des photos de la région. Alors, sur les 5 prêtres, il y en a un qui a pris la photo. Enfin, sur les 5, il y a 5 prêtres qui sont en photo. Est-ce que l'abbé Boudet était derrière l'appareil photo et prenait la photo? C'est un mystère, on ne sait pas. C'est vrai que sur mon livre, on met une photo la plus probable de l'abbé Boudet, mais elle n'a rien d'officiel. On ne sait vraiment pas si c'est lui, de toute manière. L'âge correspondrait à peu près par rapport à l'âge de Saunière, de Gélis et des autres prêtres qui sont autour. Mais non, c'est une supposition. Donc c'est un prêtre tout à fait mystérieux et c'est peut-être une des raisons pour laquelle Gérard de Sède, dans l'Or de Rennes en 1967, le fait entrer dans l'affaire de Rennes-le-Château.
Peut-être, je ne sais pas quelles étaient les intentions de Gérard de Sède quand il a... Apparemment, Pierre Plantard n'avait pas été trop d'accord de mettre quelque chose sur l'abbé Boudet dedans, dans le livre. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'il va apparaître. Bon, les gens de la région, je pense, connaissaient l'abbé Boudet, parce qu'à cette époque, il restait encore des personnes qui étaient vivantes et qui l'avaient connu. Mais par contre, oui, c'est effectivement Gérard de Sède qui va le premier en parler. Il va en fait prendre le chapitre sur la langue basque, qui fait une sorte de chemin. De jeu de piste, quoi, on va dire, de jeu de piste sur l'affaire, et il va nous sortir ça. Et c'est effectivement pour ça que je pense que le livre est ressorti de l'oubli, parce que je pense qu'il y avait très peu de monde qui savait que l'abbé Boudet avait écrit un livre. C'était quand même 1886, et la langue celtique, enfin l'or de Rennes ne va paraître que pratiquement 100 ans plus tard, quoi, en fait, hein, donc alors on évoque tout particulièrement la réédition de la vraie langue celtique par Belfond en 1978, préface Pierre Plantard, alors qu'en fait c'est Gérard de Sède avait déjà fait une réédition quelques mois auparavant, aux demeures philosophales. L'exemplaire de Sède va apparaître, je crois, en juin 1978, avec une préface de Gérard de Sède, effectivement. Je pense que c'est même la meilleure préface qui existe. Parce que je pense que De Sède avait très bien cerné le personnage. Et donc il avait fait une préface qui est très très intéressante à lire, moins comment dire, exotique que celle de Plantard sur son livre en décembre 1978 chez Belfond, qui lui est plus bon, avec tracé de lignes entre Rennes-le-Château, machin, fait l'explication du tarot pour les hauteurs des montagnes sur la carte. Bon, mais celle de Sède est intéressante parce que je pense qu'elle cerne mieux le personnage que... Tu peux nous en dire davantage sur cette préface? En fait, il nous dit que l'abbé Boudet se sert de jeux de mots et tout ça. Donc, en fait, le titre est déjà évocateur parce qu'il dit l'abbé Boudet, le joueur de mots. Mais il parle de mots M-O-T-S, il va écrire mots M-E-A-U. Donc, c'est déjà justement un jeu de mots entre mots et mots, en fin de compte. Et c'est en fait ce que l'abbé Boudet va faire dans une partie de son livre. Donc je pense que Gérard de Sède disait, en fait, utiliser le même système que l'abbé Boudet. Gérard de Sède, dans son livre, il faudrait le lire et le relire parce qu'il y a énormément de passages qui passent à l'as, quoi, on va dire. Il faut lire aussi le Gérard de Sède entre les lignes. Alors maintenant, on va parler de l'abbé Boudet. Il est né à Quillan, mais qui est-il? Son contexte familial? Oui, alors l'abbé Boudet a l'avantage d'être un enfant du pays. Ça va l'avantager sur beaucoup de choses parce que, bon, comme dans beaucoup de régions du Midi et peut-être beaucoup de régions de France, on n'aime pas trop les étrangers. Si le prêtre a été venu de la Haute-Loire, de l'Auvergne, enfin encore l'Auvergne, encore ça aurait pu passer. Là, il est un enfant du pays, c'est-à-dire qu'il parle le langage du pays. Il est né en 1837 à Quillan, dans une famille assez simple. Le père, sans être riche, ils étaient quand même, ils n'étaient pas, comment dire, dans le besoin. Et le père était régisseur des forges. Il fabriquait des boulets de canon pour l'État, en fin de compte, mais la famille restait simple. Apparemment, c'est un ami de la famille qui s'appelle Géraud de Quéron, qui était prêtre de Saint-Laurent de la Caboris, qui va financer ses études au petit séminaire et au grand séminaire de Carcassonne. Bon, j'ai aussi... il n'était pas, comment dire, censé être prêtre. Il voulait être médecin. Un déboire amoureux le fera changer d'avis. Il va se consacrer à la prêtrise, donc aux âmes, à la place de se consacrer au corps, en fin de compte. Et je pense que en fait, sa nomination à Rennes-les-Bains va être pour lui une bénédiction, parce qu'ici, c'est la médecine et la prêtrise. Voilà. Et il a été très, comment dire, c'était un très bon prêtre.
Et il était très aimé de ses paroissiens et de certains, il a aidé certains aussi dans des maladies, malgré qu'ils ne pouvaient pas exercer la médecine, puisque déjà à l'époque, si on n'était pas médecin, c'était absolument interdit de se proclamer médecin comme ça, même autodidacte, ça ne marchait pas déjà à l'époque. Donc il pratiquait le magnétisme, il s'intéressait à la botanique? Alors le magnétisme, je ne sais pas, effectivement c'est un truc qui a circulé, qu'il faisait l'imposition des mains et tout ça. J'avoue que j'ai pas il aurait fallu reconnaître, comment dire, que les gens, interroger les gens quand il y en avait encore en vie qui ont connu l'abbé Boudet. Moi c'est vrai que je ne l'ai pas fait à l'époque, puis je suis arrivé très tard parce que c'est en 78 que j'ai commencé à étudier la vraie langue celtique. Au départ j'ai fait comme tout le monde, je suis passé sur Saunière en premier puisque Saunière était le phare de la région, on va dire, et l'abbé Boudet restait, jusqu'à Gérard décède, effectivement, serait resté un illustre inconnu. Donc, alors l'imposition des mains, je ne sais pas, mais par contre, oui, il aimait soigner avec des simples, quoi, de la phytothérapie, de donner des conseils pour ceux qui prenaient les eaux et tout ça, donc envoyer les gens à la fontaine, à la source de la Madeleine, donc à la source du Cercle, qui était très ferrugineuse et qui pouvait soigner certaines choses. Et en plus, il était très ami avec le docteur Gourdon, oui, Gourdon à l'époque, qui lui était le médecin officiel de la station thermale de Rennes, quoi. Donc sa nomination à Rennes-les-Bains, c'est, je pense, une volonté, c'est le fruit du hasard? Alors là c'est assez compliqué aussi. Disons qu'il va être donc nommé prêtre en 1861, le 25 décembre, il a 24 ans. Il va faire 6 mois à Col-Minervois. Ensuite, il va être nommé à Durban, où il va rester 4 ans, je crois. Il va faire des petits, comment dire, il va pas faire de long séjour dans sa paroisse. Il va être dans ses paroisses, disons, il va pas faire de long séjour. Et sa dernière nomination avant d'être nommé à Rennes, c'est à Feste-Saint-André, où il va rester 6 ans. Mais je pense que c'est pas là qu'il a été. Je pense qu'il a été coopté par quelqu'un, par une société secrète. Dans son livre, il va, aborder plusieurs sociétés secrètes entre les francs-maçons, la franc-maçonnerie, mais catholique, pas le Grand Orient, qui avait rien à voir. Au contraire, ils étaient en train de se déchirer là. Il y a la Société du Brouillard, il y a la Société Angélique qui va nommer, où il va faire quelques références dans son livre. Alors exactement, celle qu'il a amenée à Rennes-les-Bains, donc en 1872, il va avoir 35 ans quand il arrive ici, en 1872. Et je pense qu'il n'est pas venu ici les mains vides, il est venu ici pour chercher quelque chose. Il a été mandaté pour retrouver ce qui avait été perdu à la Révolution française. Donc il n'est pas venu ici à... Qui a présidé sa nomination? Qui était l'évêque de Carcassonne à ce moment-là? Alors l'évêque de Carcassonne en 1800, c'était pas encore tout à fait l'évêque de Carcassonne, parce que Monseigneur de la Bouillerie restera évêque de Carcassonne jusqu'en 1873. Mais il y avait son successeur, l'évêque Monseigneur Lelieu, qui va nommer Boudet en 1872 à Rennes-les-Bains. Est-ce que, parce que Monseigneur, c'est le prédécesseur, Monseigneur Lelieu sera le prédécesseur de Monseigneur Billard. Donc il y avait déjà peut-être quelque chose qui circulait au niveau de l'évêché. Est-ce que c'était quelqu'un a fait pression sur l'évêché pour le faire nommer ici, une société secrète par exemple, ou est-ce que Monseigneur Lelieu était déjà au courant de ce qui se cachait ici dans la région et qui voulait retrouver? Ça restera un mystère, et ça restera un mystère. L'abbé Boudet est resté toute sa vie dans l'ombre, on pourrait dire dans l'ombre de Rennes-les-Bains d'ailleurs, parce que
Est-ce qu'il était introverti? Est-ce que par rapport à Saunière qui était vraiment extraverti et qui lui voulait briller de tous ses feux là-haut? Et en fait, je pense que ça a été fait exprès pour détourner l'attention de Rennes-les-Bains et de mettre tout sur Rennes-le-Château pour détourner l'attention de ceux qui étaient derrière eux aussi et qui essayaient d'en savoir un peu plus pour... Oui, ce qui est frappant, là on a deux rennes, une reine juchée sur voilà. un oppidum que l'on voit de partout. On a Rennes-les-Bains caché dans la vallée, on a un prêtre qui se manifeste en construisant, on a un autre prêtre qui écrit, et surtout on a aussi un prêtre du signe du Bélier, de Saunière, et Boudet qui était du signe du Scorpion. Oui. Alors je sais pas, je suis pas astronome et je suis astrologue, pardon. Je suis pas astrologue. Je ne sais pas si effectivement ça influe sur la personnalité, mais c'est vrai qu'en fin de compte, ce qui se passe là, alors est-ce que c'était voulu, enfin ça a sûrement été voulu à l'époque de toute manière. Donc on a trouvé, je pense, dans Saunière quelqu'un qui était très adapté à ce qu'il avait à jouer son rôle. Saunière n'était pas un sot, je parle de l'abbé Saunière, parce qu'en fin de compte, les deux prêtres sont quand même intimement liés dans cette affaire. Je parle de l'abbé Saunière, mais l'abbé Saunière, on a toujours dit que c'était un porteur de valise. Je ne pense pas. L'abbé Saunière avait fait le petit aussi et le grand séminaire. Quand on sortait de là, c'était bac plus 5 ou 6 ou 7 même d'ailleurs. C'était des études qui étaient très très poussées quand même. Aussi bien en géométrie, en calcul. Ils avaient un bagage scientifique qui était quand même assez important. En plus de parler plusieurs langues. Et donc, est-ce qu'il fréquentait... Bon, on sait qu'il y avait l'abbé Sarda, ici, oui, qui officiait pour les curistes, mais est-ce que l'abbé Boudet, à ta connaissance, avait d'autres relations privilégiées avec des prêtres comme ceux de Notre-Dame de Marseille? Je pense, oui, qu'il avait des religions, comment dire, alors, de l'amitié, j'en sais rien. Il y avait quelque chose qui reliait certains prêtres, comme l'abbé Arnaud, qui lui aussi va rester dans l'ombre, parce qu'on n'a absolument rien sur l'abbé Arnaud non plus, et pourtant on suppose qu'il a participé, de Fourtou, qu'il a participé, fait de Fourtou et de Souveraine. D'ailleurs il était prêtre de deux paroisses, et il a laissé dans le cimetière des monuments qui prêtent un peu à confusion, on va dire, enfin à interrogation, on va dire, d'interrogation. Alors, qu'est-ce que l'abbé Boudet, enfin, il connaissait le latin, le grec, enfin, tu peux... Oui, l'abbé Boudet, déjà, au grand séminaire, va passer une licence d'anglais, donc ce qui n'était pas très courant à l'époque. L'anglais pour étudier la Bible, c'était pas très... enfin, l'abbé Boudet était un passionné de langue, donc il parlait couramment, le latin, ça, le grec, sûrement l'hébreu, et surtout, et en particulier, il parlait l'occitan. Il parlait le patois du pays. Or, son livre, est en fin de compte, est soi-disant un hommage à l'anglais, ce qui est absolument faux. L'abbé Boudet, dans son livre, va parler occitan. Va faire des références à l'occitan. D'ailleurs, il fait, dans son livre, il va faire 4 pages pour nous montrer que le languedocien et la langue anglo-saxonne sont frères, quoi. On va dire, il parle d'analogie entre les deux langues. L'inconvénient, c'est qu'il va parler de ça au début de son livre en 4 pages, et après tout le livre est dédié à l'anglais. Il était membre de la CESA, non? L'abbé Boudet, oui. L'abbé Boudet a écrit plusieurs... le dialecte languedocien et tout ça, donc il était très estimé de Fédier, de Louis Fédier, qui fait paraître ses textes, qui fait paraître les textes de l'abbé Boudet, bien qu'à la fin, on sent qu'il y a une petite dissension entre les Fédier est plus tout à fait d'accord pour faire passer les écrits de Boudet, mais il était membre de la CESA. L'abbé Boudet s'est intéressé à l'archéologie, a fait pas mal de choses. Bien qu'il n'ait écrit, à part justement ces trucs sur le dialecte languedocien, il n'écrira pas de trucs, de trucs sur l'archéologie, enfin d'articles sur l'archéologie. Est-ce que parfois il se déplaçait, il fréquentait des cercles parisiens?
Il sera inscrit à Paris sur la langue celtique d'ailleurs, sur la langue celtique. Il fait quelques articles qui vont être lus d'ailleurs dans ma chaîne. C'était quelqu'un, c'était quelqu'un de très intelligent. Il n'y a rien à faire, on peut essayer de minimiser les choses et tout ça. Non, l'abbé Boudet a été, il a même donné des conseils à un prêtre dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était de la région, qui lui avait demandé des conseils. Et par l'anglais, il va lui dire qu'effectivement, il y a des tombes sur sa commune et tout ça. Et effectivement, ce brave prêtre va effectivement trouver des tombes sur sa commune. Mais il avait fait ça à partir de l'anglais. C'est assez extraordinaire. À l'époque de l'abbé Boudet, il y avait un mouvement littéraire qu'on a qualifié de celtomanie. Oui, oui. Oui, et bien justement, le problème, c'est que en écrivant la vraie langue celtique, il va carrément en sens inverse de ce que les autres prenaient. En fin de compte, que le celte ne venait surtout pas de l'anglais moderne. C'était une hérésie de dire ça, hein, de toute manière. Donc les Anglais n'ont jamais parlé le celte, quoi, en fin de compte. Alors, bon, je pense qu'il... Son livre, c'est pour les besoins de son livre qu'il va prendre cette voie, comme il va prendre la voie de décrire un cromlech complètement hypothétique parce qu'il n'existe pas, même si on peut dire qu'effectivement à certains endroits on va trouver un menhir. Bon, le menhir de Pérol, il ne va même pas en parler d'ailleurs, pourtant c'est le seul menhir qui est à l'époque, qui était vraiment connu à son époque, il n'en parle pas. Pardon. Voilà, c'est en fait, il se tirait une balle dans le pied, parce qu'avec son érudition, les gens qui auraient dû lire la vraie langue celtique entre les lignes l'ont complètement rejeté. Le livre a été complètement rejeté, il n'a pas eu du tout le succès que l'abbé Boudet, il a eu un succès d'estime, on va dire, mais pas et en plus, on ne sait absolument pas à combien d'exemplaires il a été tiré. Donc, je ne pense pas qu'on voulait, comment dire, intéresser des centaines et des centaines de personnes. La cure, quand il y avait 450 habitants à Rennes-les-Bains, donc avec les curistes, effectivement, au moment des cures, je pense que la population devait tripler ou même quadrupler ici, parce que c'était quand même, il y avait quand même du monde à Rennes-les-Bains. Il y avait personne, Rennes-le-Château était complètement, comment dire, déserté, il n'y avait rien. Avant que la Bessonnière commence ses constructions, il n'y avait absolument rien. Je crois qu'il y avait 180 habitants. Il y a eu 350 habitants à Rennes-le-Château. Vers la fin du 19e, il devait rester 180 habitants. Les terres étaient pauvres, les cultivateurs étaient pauvres, ils vivaient en autarcie, en fin de compte, ils vivaient de pratiquement rien, quoi, de pratiquement rien. En tant que prêtre ici à Rennes-les-Bains, on sait qu'il est très apprécié de ses paroissiens. Il y a un calvaire d'ailleurs qui le montre. Mais est-ce que tu sais quelque chose sur les travaux qu'il a effectués dans l'église? Il vivait dans le presbytère avec sa sœur et sa maman. Et sa mère, oui. Et sa mère. Des travaux qu'il a effectués dans l'église, maintenant c'est très compliqué de savoir quels travaux il a effectués dans l'église, parce qu'en 1891, il y a une grande crue, comme il y a eu en 1992 d'ailleurs. L'église, il y avait 1,50 m d'eau dans l'église, quoi, carrément. Le cimetière a été dévasté, encore une fois, et donc l'église a été refaite. Comment dire, les visites des évêques, puisqu'ils demandaient un état des lieux tous les, je ne sais pas combien d'années entre les... On ne trouve pas ce qu'il y a exactement dans l'église à l'heure actuelle. Comme j'ai dit, l'église a été rénovée 3 fois depuis que l'abbé Boudet donc on n'a plus aucune trace de ce qui peut avoir été dans l'église au moment de l'abbé Boudet. Les fameux tableaux. Alors les fameux tableaux, alors ça c'est vraiment une énigme, parce qu'en fin de compte, dans le compte-rendu des visites épiscopales, ils n'apparaissent pas. Ils vont apparaître assez tardivement. Donc est-ce que c'est avant de partir, parce qu'il est parti quand même en 1914, que l'abbé Boudet va les mettre en place?
je ne sais pas, le chemin de croix qui est à l'heure actuelle dans l'église ne correspond pas du tout au chemin de croix qui était à son époque. Il y avait bon, la décoration de l'église. On a une carte postale qui est très ancienne, qui doit dater de 1900, enfin des débuts de la carte postale. Mais est-ce que c'était effectivement l'église de l'abbé Boudet? Je ne sais pas, on pourrait pas le dire. Il n'y a rien de particulier, comme à Rennes-le-Château, là il y a Non, pas... non, il n'y a pas de signe ostentatoire, il n'y a pas de... C'était très très discret, l'abbé Boudet n'a jamais brillé. Alors il y a une certaine émission de télévision qui je ne nommerai pas, mais qui a fait une émission sur l'abbé Boudet et qui l'appelle le curé aux 13 milliards. Alors j'aimerais bien savoir d'où vient cette appellation aussi complètement incongrue, parce que comme l'abbé Boudet voulait rester dans l'ombre et voulait rester le plus discret possible, l'appeler le curé aux 13 milliards, ça aurait amené énormément de gens ici. On ne sait pas ce qui va se passer justement. Donc le curé aux 13 milliards est une appellation non contrôlée. Alors maintenant, 1914, donc il prend sa retraite. Il prend sa retraite, donc, alors curieusement à Axat, alors que il était, comment dire, il y avait sa sœur et sa mère qui étaient déjà enterrées ici. Il aurait pu se faire enterrer à côté. Non, il va retourner à Axat où son frère est enterré déjà. Où son frère est enterré. Et là, il va faire une tombe qui est aussi discrète que l'abbé, parce qu'il faut la trouver. Elle est insérée entre deux grands monuments, là, et donc il faut trouver la tombe de l'abbé Boudet. Et où il va laisser un petit message à titre posthume sous la forme d'un livre où on peut lire donc Ictus, le poisson, et retourner 310-11, qui va correspondre effectivement à la vraie langue celtique, puisqu'elle a 310 pages, et 11. Alors 11, ça, c'est sujet, alors bon, beaucoup de chercheurs parlent de la page 11, effectivement, où il est marqué 2 fois ou 3 fois la clé de la vraie langue celtique, tout ça. Mais 11 peut être aussi le signe de ralliement de cette fameuse société secrète qui était l'AA, puisque 11 ça fait 2 fois A, quoi, en fin de compte. Voilà. Et je pense que c'est à double tranchant le livre. Mais ça sera son dernier message. Son dernier message en nous disant que bon, lisez la vraie langue celtique, il y a des choses intéressantes. Rien de mystérieux au sujet de sa mort, parce que le Gérard de Sète dit qu'il avait reçu la visite de 2 personnes la veille. Oui, ben, il fait la même chose pour Saunière, il fait la même chose pour Rescanière, il fait il avait 78 ans quand même, 78 ans c'était déjà un âge canonique à l'époque. Bon, alors curieusement justement, lui qui axe pratiquement tout le décodage de son livre sur le chiffre 78, enfin quand même, c'est humoristique, humoristique, le pro il est mort, mais enfin, il va mourir à 78 ans. Bah, comme l'abbé Saunière qui a eu son attaque le 17 janvier. Le 17 janvier, voilà, et qui va mourir le 22, qui est aussi un chiffre récurrent, voilà, qui est récurrent dans l'affaire. Donc ouais, c'est vrai que ces prêtres ont eu tous... Justement, son successeur, l'abbé Rescanière. Ben, on n'a pas beaucoup de renseignements non plus sur lui. On va le retrouver, comment dire, mort dans le presbytère. Il était relativement jeune. Oh oui, il était relativement jeune. Et puis en plus, il est vraiment pas resté longtemps sur le... Alors, beaucoup de gens ont dit dont Gérard de Sète dit qu'il a été envoyé pour faire la lumière sur l'affaire Boudet et Saunière. C'est pas évident parce que je crois que l'abbé Rescanière était malade déjà, et a pu mourir d'un AVC ou d'un truc. Il n'est pas mort poignardé, il n'est pas mort assassiné. Il est mort. Alors on n'a pas trop de renseignements. Oui, on l'a retrouvé inanimé dans son presbytère, mais on ne connaît pas la cause naturelle. La cause naturelle de sa mort. L'abbé Boudet donc, a décidé de se faire enterrer à Axat, où vivait donc son frère Edmond, qui était notaire. Et or, Axat, c'est dans le pays de Sceaux. Est-ce que par son frère, il aurait pu être au courant de certains secrets liés aux grandes familles de la région, puisque c'est le pays des Agnors, des Négridables? Oui, c'est une piste que j'ai pas suivie, mais j'ai donné quelques trucs. C'est qu'en fin de compte, effectivement, le frère de l'abbé Boudet était notaire. Est-ce que dans le fonds notarial, quand il a pris son étude, il a trouvé effectivement
des papiers qui faisaient mention de ce qui était caché ici. C'est une hypothèse qu'il faudrait creuser. Maintenant, il faut que quelqu'un prenne la peine de voir ce qu'il pouvait y avoir et tout ça, mais c'est une hypothèse. Parce qu'il y a toujours une affaire de notaire, même sur Rennes-le-Château, avec... Voilà, enfin, il y a toujours une notion de notaire qui a circulé, de bruit. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que c'est souvent Gérard de Sède, c'est le premier qui arrive sur l'affaire, c'est le premier qui va lancer tout un tas de pistes. Justement, qu'on a un peu délaissé et qu'on n'aurait peut-être pas dû délaisser d'ailleurs. Il y avait sûrement un fond de vérité. En fait, voilà, De Sède nous fait du Boudet, en fait, carrément. Il nous donne des trucs qui sont voilà, des petites pistes à droite, à gauche, voilà, qu'il faudrait suivre. Ça fait combien de temps que tu travailles sur le sujet? Oh ben bon, je suis arrivé quand même en 69. J'ai fait comme tout le monde, j'étais militaire, enfin j'étais à l'école d'Issoire, à l'école militaire d'Issoire, et je prenais le train entre là où j'habitais, Ganges, et Issoire, et je m'arrêtais à la gare de Nîmes où il y avait énormément de kiosques, et j'achetais souvent, comme je suis un très grand lecteur, j'achetais un livre sur un sujet qui me plaisait. Et je suis tombé sur le Trésor maudit de Rennes-le-Château de Gérard de Sède. Et alors là, ça a été un flash parce que j'ai dit, oh punaise, une histoire de trésor avec des parchemins, avec des trucs codés, c'est extraordinaire ça. Je l'ai lu, je l'ai relu, et je suis arrivé quand même assez tardivement sur la région, parce que tardivement, je suis arrivé en 75. La première fois que je suis venu à Rennes-le-Château, c'était 75. Mais avec, malgré qu'il y avait, comment dire, un petit paragraphe sur l'abbé Boudet, que De Sède dit un curieux prêtre aussi de Rennes-les-Bains. Je ne me suis pas intéressé à l'abbé Boudet de suite. En fait, je me suis intéressé à l'abbé Boudet parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par Rennes-le-Château. Et puis alors, il y avait des trucs qui m'énervaient parce que je rencontrais des chercheurs et qui me disaient oui, moi j'ai trouvé telle piste et tout ça, j'ai cassé tout derrière moi parce que je ne veux pas que les autres trouvent et tout ça. Il y avait énormément de déprédations qui commençaient à se faire dans l'église même de Rennes-le-Château. Il y avait un bras arraché sur une station, du chemin de croix. Bon, enfin, ça commençait à être plus possible, quoi. Alors en 78, quand il y a eu les premières rééditions de la vraie langue celtique, j'ai dit, ben voilà, là au moins, j'ai dit, personne n'a pu interférer sur le livre, c'est authentique, on va voir ce que ce brave curé va nous dire. Je dois te dire quand même que la première lecture, j'ai failli mettre le livre à la poubelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, quand on arrive à trouver un fil et à trouver quelque chose qui est intéressant, et bien on se dit, ah ben il y a peut-être autre chose, il y a peut-être... Et curieusement, c'est la préface de Plantard qui va m'aider dans ce truc-là. Quand il trace le M, qui parle du tarot, qui parle de... Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, effectivement. Bon, en fait, ce que dit Plantard est complètement faux, parce qu'en fait, Plantard se servait d'une carte d'état-major actuelle, et en fait, quand la carte d'état-major, enfin la carte dont s'est servi Edmond Boudet pour faire la carte de la vraie langue celtique, date de 1866, et c'est une carte alors où le territoire de Rennes-les-Bains doit faire 3 cm sur 3 cm, quoi. Donc, mais avec les mêmes altitudes qui sont sur la carte de l'abbé Boudet. Donc l'abbé Boudet n'a pas trafiqué les altitudes de la carte, bien que effectivement le Cardoux fait 22 et qui 22, bon ben c'est le mat, quoi. C'est là où où le mystère devrait être. Mais non, c'est pas ça. Ça oui, parce que pour Plantard, le 22, le mat, c'est le chercheur de trésors de Rennes-les-Bains. Voilà, alors et en plus Plantard va faire aussi un jeu de tarot, ce qui est assez intéressant, bien qu'on n'ait pas toutes les cartes. Peut-être que quelqu'un les possède à l'heure actuelle. Il est bienvenu. Mais si quelqu'un veut nous dire où se trouvent ces cartes, on est preneur. On est preneur. Mais bon, jusqu'à maintenant, peut-être le fils de Plantard. Je ne sais pas, Thomas Plantard, c'est pareil, il a été interviewé aussi, il a été
mais il s'éloignait, il n'était pas trop, bon, volontairement ou non, il n'était pas trop non plus désireux de parler de son père. Alors donc, on n'a pas écoute, maintenant, André, tu vas nous mener aux Roches Tremblantes pour décoder la vraie langue celtique. Mais c'est avec plaisir, bien que le site a été vandalisé, mais je vous le montrerai quand on sera sur place. Nous voici sur les hauteurs de Rennes-les-Bains, aux Roches Tremblantes, nommées par l'abbé Boudet les Rouleurs. Justement, ce lieu devait avoir une importance particulière pour l'abbé Boudet, puisqu'il figure dans les 2 seules illustrations de la VLC. Oui, je pense que ce lieu avait une certaine importance, puisque en fait le cromlech est très très grand, puisqu'il dit que son cromlech fait 16 à 18 km de pourtour. Or, sur tout le cromlech, il va prendre que 2 points bien déterminés, et qui sont effectivement les Rouleurs et la pierre de Dé. La pierre du Dé. Enfin, la pierre du Dé qui à son époque ne s'est jamais appelée la pierre du Dé. Cette appellation est venue beaucoup plus tard. Plus tardivement, alors je ne sais pas si c'est Gérard de Sède qui amène cette notion de pierre du Dé, mais en fait dans son ouvrage, Boudet ne l'appelle jamais comme ça de toute manière. Donc, mais enfin, donc nous sommes aux Rouleurs et apparemment ces Rouleurs, et c'est la seule gravure où il va mettre d'ailleurs des chiffres dessus. Il va mettre N2 menhir les Rouleurs, N2 les Rouleurs, menhir renversé qui est celui-ci, et menhir, alors curieusement, il va marquer menhir sur pied. Alors que dans tout son livre, il nous parle de menhir debout. Le seul endroit où il y a un menhir debout, justement, enfin, ou un faux menhir, ce qu'il voit comme un menhir, il va l'appeler menhir sur pied. Ce qui est assez bizarre quoi, dans son histoire. Parce que pourquoi il l'appelle menhir sur pied, je ne sais pas. D'ailleurs, ce fameux menhir sur pied, ben, tu t'es adossé dessus et il est renversé. Des chercheurs, enfin, ou ont dû trouver que c'était justement une anomalie et ils ont dit peut-être qu'il y a une entrée dessous et ils l'ont renversé il y a quelques années. Donc c'est. Oui, parce qu'initialement, ça faisait un jeu de bascule. Non, les Rouleurs, oui, les Rouleurs, oui, mais pas les 2 menhirs, pas les 2 menhirs. Et ce menhir, justement, ils l'ont renversé, c'est idiot complètement. Enfin bon, ça a dénaturé le paysage et ça a surtout dénaturé la gravure, puisque maintenant on la voit plus telle que l'abbé Boudet l'a conçue quoi dans son livre. Mais bon, voilà, les gens sont bêtes, je trouve. Alors il faut expliquer. André, que tu as consacré beaucoup d'années à tenter de décoder la VLC. Oula, oui, beaucoup d'années. Depuis 1978 exactement. Alors, les premières années, je l'ai lu, relu, et puis je me suis dit qu'en fin de compte, c'était très dur de trouver certains passages et tout ça. Alors je l'ai tapé, je l'ai tapé carrément sur un traitement de texte pour pouvoir avoir les occurrences du mot menhir, mettons, de combien de fois il utilisait le mot menhir, combien de fois il utilisait le mot dolmen, combien de fois, enfin bon, parce que c'est disséminé dans tous ces chapitres et c'est assez, bon, à moins de le savoir par cœur ou de se rappeler exactement où c'est beaucoup plus facile en informatique. Donc c'était en version PDF? C'était en version PDF que je l'ai tapé. Enfin, c'est grâce à toi qu'on voit le texte intégral. Et donc oui. c'est un magnifique outil de travail pour les boudettistes. Voilà, pour les boudettistes. D'ailleurs, au départ, c'était un outil de travail pour moi, d'ailleurs, hein, parce que j'ai dit c'est beaucoup plus facile. Après, effectivement, donc, il s'est retrouvé sur Internet. Il n'est pas enfin, les pages, la pagination est respectée. Il n'y a que les césures de mots, en fin de lignes, qui ne sont pas respectées parce que l'abbé Boudet utilise un système. Je pense qu'il a utilisé une grille pour écrire son livre. Il a utilisé une grille pour pouvoir décaler les mots, les couper exactement à l'endroit où il voulait, et on le voit très bien. C'est justement ça, je m'en suis aperçu quand j'ai tapé le texte. Quand j'ai tapé le texte, moi j'arrivais à la fin de la ligne. En fait, ma ligne était beaucoup plus condensée, et en fin de compte, ceux qui étaient à la ligne, moi ça se retrouvait sur la ligne d'avant, quoi, en fait. Et pour faire ça, il aurait fallu que je travaille ligne par ligne. C'est absolument impossible, c'est un travail de titan. Là. Mais donc, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent, en l'occurrence? Ah ben, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est menhir, justement. Donc,
Il y a d'autres mots qui ne me viennent pas à l'idée là Pain, comme ça. blé? Blé, non. Enfin si, les druides qui servaient à distribuer le blé. Alors le blé j'ai un petit problème sur le blé justement. Parce que en fait, le blé en argot ça veut dire l'or en fin de compte. Mais par contre j'ai trouvé des dictionnaires d'argot du 19e siècle. J'ai fait énormément de recherches et j'arrive pas à trouver le mot blé dans le sens argent. J'arrive pas à trouver. Alors, est-ce que c'était courant à son époque? Pourtant, ça semblerait bien, parce qu'il nous dit les greniers à blé, le kérolo, en fait, tout ça, la précieuse céréale. Je veux bien qu'elle était précieuse à une certaine époque. C'était comme le maïs chez les Mayas et tout ça. Donc, mais j'arrive pas à trouver le mot blé en tant qu'argent. Enfin, à son époque. Alors quand il indique que le cromlech fait entre 16 et 18 km de pourtour, pourquoi ces deux? Parce qu'en fait, ça correspond au nombre d'or. 681, ça reprend le nombre d'or. Alors, dans quelle mesure ça a une importance ça semble avoir une importance, puisque l'abbé Boudet insiste dessus, mais j'arrive pas à trouver de correspondance entre le nombre d'or et la vraie langue celtique. Même sur la carte, je vois pas le nombre d'or à quoi il peut servir dans son ouvrage. Et donc tu as tenté de parcourir le pourtour en suivant les différentes stations comme... Sur le livre, mais pas sur le terrain. Curieusement, sur le terrain, ça ne m'a jamais interpellé, puisqu'en fin de compte, j'ai fait la pierre du dé, enfin ce qu'on appelle maintenant la pierre du dé. C'est le premier truc que j'ai fait sur Rennes-les-Bains. Et je me suis arrêté là. Parce qu'en fin de compte, j'ai dit, mais s'il n'y a pas de cromlech, s'il n'y a pas de menhir debout, qui est en fait l'anagramme de Boudet d'ailleurs, hein. Bon, même s'il n'y a pas de S à debout, mais debout est un mot invariable, donc on ne peut pas mettre de S à debout. Mais ça correspond justement à Boudet. C'est l'anagramme du mot Boudet, quoi, en fait, du nom de Boudet. Et je pense qu'il a utilisé ce terme menhir debout, parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est un pléonasme. Un menhir est une pierre debout, de toute manière. Sinon, alors bon, c'est sûr qu'après, il dit menhir renversé. Donc, pour nommer ceux qui ont été renversés par les chrétiens, par tout un tas de monde qui sont passés ici sur le cromlech. Il n'y a plus il n'y a pas plus de menhir qu'autre chose ici. Donc, alors pourquoi il utilise justement le terme de 16 à 18 km de pourtour? En plus, quand on regarde sur sa carte, donc, ce qui fait que moi, je n'ai pas travaillé sur le terrain, puisqu'il n'y avait pas de véritable menhir. J'ai travaillé sur sa carte. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous dire sur la carte. C'est là que j'ai trouvé cette fameuse signature de Edgar Poe. Donc, qui pour moi peut correspondre à la lettre volée. On m'a dit oui, mais il y a aussi le Scarabée d'or, qui est un livre cryptographique d'Edgar Poe. Je pense que c'est plus la lettre volée parce que en fait, cette carte, on la voit et il y a quelque chose qu'on ne voit pas dessus. Ça doit être tout simple, mais j'avoue que j'arrive pas à trouver. Bon, ces fameux rhodones, ces fameuses pierres rouges, alors qu'il n'y a jamais eu de rhodone ici. On trouve bien le mont Rhodon, on le trouve, je crois qu'il y a un mont Rhodon, il y a... mais ça on en trouve ailleurs. Voilà, mais en fait, la tribu des Rhodones n'était pas originaire d'ici, de Rennes-les-Bains. Donc c'est un nom codé. C'est un nom codé, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Et rouge? Et rouge, justement, en fin de compte, il se sert de rhodone pour amener le terme rouge et pierre rouge, quoi, en fin de compte. Et en fin de compte, c'est ce qu'il met sur sa carte. Il met que des pierres rouges debout, renversées, et il met des croix grecques. Ça aussi, c'est une énigme. Pourquoi des croix grecques? Tu les as trouvées sur le terrain? Sur le terrain, oui, on m'a amené à des croix, tout ça, mais je n'y crois pas non plus. Parce qu'il faut déterminer celles qui sont de Boudet ou d'autres personnes. Voilà, après, il y en a eu qui ont peut-être été gravées par d'autres personnes. En plus, si
l'abbé Boudet parle de croix grecques et tout ça, il peut les avoir gravées lui-même. Elles ne datent pas du 1er siècle, parce que ça serait pour concrétiser sa carte, en fin de compte. Sa carte, si les gens allaient s'intéresser à son livre et aller sur le terrain, il nous dit des croix grecques à cet endroit-là, il n'y a rien du tout. Donc il fallait les graver, puisque donc il les a mis. Alors sur la carte, quand on regarde ces fameuses croix, mettons au Plat de la Coste, il y en a pas mal. Il y a pas mal de. C'est l'endroit où il met le plus de croix d'ailleurs. Ça ressemblerait plus à un cimetière qu'à quelque chose qui serait gravé, quoi, en fin de compte, plus des tombes, parce qu'il nous parle énormément de tombes. Il nous parle de tombes, quand il nous parle de mélange de différentes bières. La bière, c'est la mise en bière, c'est la mise au tombeau, quoi, en fin de compte. Donc, dans un livre de linguistique, on s'en fout que les Allobroges ils buvaient de la bière. Seulement, lui, il nous dit mélange de différentes bières, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs sépultures ici sur le terrain. Plusieurs sépultures, alors qui correspondent à la famille, à la Sainte Famille. Est-ce qu'ils ont tous été enterrés ici? On ne sait pas. Alors, Boudet indique que l'entrée du Cromlech se situe au niveau de la Morette, donc oui, près de Serres, et la sortie? Il n'y en a pas puisque c'est un cercle. Il n'y en a pas. En fait, si tu rentres par un côté, mais tu ressors exactement par là où tu rentrais, en fait. Hein. Le cercle, c'est pour ramener la notion de Dieu. Ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, son livre fait soi-disant 310 pages, mais il y a 4 pages qu'il ne compte pas. Donc si on fait 310 plus 4, ça fait 314. 314, c'est pi, et pi, c'est le cercle. Ça, il n'y a rien à faire. Donc il le code à plusieurs endroits. Quand il va parler de la chasse au sanglier, il fait une faute d'orthographe volontaire, il marque la gasse au sanglier. Et la gasse au sanglier, d'abord, c'est pour ramener la notion de chasse, parce que la notion de chasse, la chasse effectivement au sanglier, mais la chasse c'est aussi un endroit où on conserve les reliques. C'est aussi un tombeau, on pourrait dire, oui, c'est comme quelque chose qui a trait au tombeau, quoi, en fin de compte. Et il va mettre la gasse, donc pour mettre en valeur la chasse, en fin de compte, mais aussi l'agace, parce que comme il parlait l'occitan, qui parlait très bien l'occitan, puisque c'est un enfant du pays, une agace, c'est une pie. Alors l'agace, c'est la pie, en fin de compte. Donc, et la pie, on revient de nouveau à ce fameux pie, qui est en fait le symbole du cercle. Et le centre du cercle, tu l'as trouvé? Alors le centre du cercle, bon, il y en a beaucoup. Alors Boudet nous dit que le centre du cercle se situe au cercle, au hameau du cercle. Ce que je ne crois pas du tout, parce qu'en fin de compte, c'est complètement excentré et ça ne correspond pas à ce moment-là au centre du Cromlech qui nous décrit. Alors pour moi, le centre du cercle se trouve sur le dolmen du Cerbaïrou, le seul dolmen qui marque, il dit qu'il y en a 7, sur Rennes-les-Bains, sur son Cromlech. Or, il n'en met qu'un sur sa carte, un seul. Or, le dolmen, bon, si on marque dolmen, mais si on regarde comme ça, un dolmen, c'est aussi pi. C'est la lettre pi, un dolmen. Et donc, c'est de nouveau, alors comme il parle du centre du cercle, moi, j'ai tracé le centre du cercle à partir du dolmen. Puisque et comme il nous dit que le dolmen est une table de distribution, et bien effectivement, donc on fait comme une table d'orientation, donc on trace son cercle, et à partir de là, on peut prendre 35 degrés à droite, à gauche, et aussi le transformer en une horloge de 24 heures, puisque en fait c'est toujours un cercle, c'est ce qui revient dans Arsène Lupin d'ailleurs, où il y a, dans 813 d'ailleurs, donc ce qui est intéressant. Voilà. Et l'abbé Boudet, à ta connaissance, a publié combien d'ouvrages? Alors on lui en attribue 3, exactement. Donc la vraie langue celtique, le manuscrit du nom de Narbonne et Lazare Vénisphora. Justement. Ouais, et ce fameux Lazare qui reste une énigme aussi, autant que d'ailleurs le manuscrit du nom de Narbonne, qui s'appelait avant, qui s'appelait pas, enfin le titre maintenant c'est du nom de Narbonne. Mais en fin de compte, une petite étiquette cache le mot étymologie. Normalement, c'est étymologie du nom de Narbonne. Et donc l'étymologie,
c'est le dada de Boudet, parce qu'en fin de compte, dans la vraie langue celtique, il va utiliser l'étymologie des mots. C'est ce qui fait que le message passe inaperçu à beaucoup de monde, parce qu'en fin de compte, on ne s'intéresse pas à l'étymologie du mot propre, en fin de compte. Quand il va parler du labyrinthe, personne n'a été chercher l'étymologie du mot labyrinthe. Or, labyrinthe, ça vient de, je ne le dirai pas de mémoire et tout ça, mais en fin de compte, ça vient d'un terme égyptien qui signifie le temple en face du lac. Or, un lac, on en cherche un, tout le monde le cherche, ce fameux lac souterrain qui sert, et en fin de compte, ce lac souterrain qui aurait été comment dire, construit, d'après moi, là ce sont mes hypothèses de travail, hein, d'après moi par Tibère, et c'est pour ça que dans le grand parchemin qui aurait été soi-disant trouvé dans l'église de Rennes-le-Château, il y a Ad Génézareth, donc le lac de Génézareth, qui est le lac de Tibériade aussi, qui est l'autre nom du lac de Tibériade, donc le lac de Tibère en fin de compte, et ce fameux temple serait effectivement souterrain, puisque bon, il y a aussi une anomalie ici dans la région. On trouve une carrière de marbre donc dont on ne trouve pas l'emploi. Près des Pontiles. Voilà, près des Pontiles, il y a une carrière de marbre. Il y a eu énormément de blocs qui ont été extraits. Et par contre, on n'en trouve aucun dans un monument ici, aucune église, aucun. Donc, s'il y a un temple, il est souterrain. De toute manière, l'abbé Boudet le dit à la fin de son livre que les Romains ont bâti un temple souterrain à la vallée de la Salse, mais donc il ne le localise pas, lui. Dans la VLC ? Oui, dans la VLC, tout à la fin pratiquement. Mais pour lui, la vallée de la Salse se trouve à Rennes-les-Bains, puisqu'en fait la Salse traverse Rennes-les-Bains. Et la vallée de la Salse, c'est Rennes-les-Bains, quoi, en fin de compte. Alors, en fait, ce qui est complètement faux, parce qu'en fin de compte, Boudet nous dit à un certain moment, par des termes bien choisis, qu'il a truqué la carte. Donc la carte, c'est la carte de Rennes-les-Bains qu'il met. Ce n'est pas la carte de Rennes-les-Bains. Ça fait longtemps que je le dis, mais jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé l'astuce. Un grand classique. Hein. Voilà, personne n'a trouvé l'astuce encore pour l'instant. Mais ça serait... Alors tu évoques le Lazare Véniphoras, alors ça, le vrai faux, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, oui, effectivement. Mais moi, alors on sait pas, c'est vrai qu'il y a plusieurs couvertures. Il y a plusieurs couvertures à ce livre. Qui figure le Bugarache. Il y en a une qui figure le Bugarache, effectivement. Et de quel angle il faut regarder le Bugarache pour avoir ce fameux profil. Moi je dis que c'est au niveau du pas de Malabrac, c'est au niveau du roc du Corbeau qui est comment dire, pour le situer géographiquement, c'est en allant sur Saint-Louis-et-Paraou, là il y a un roc qui s'appelle le roc du Corbeau. Quand on est dessus, effectivement le mont Bugarache ressemble à un gisant couché, à un profil, et effectivement donc Jean-Michel nous le dit bien qu'en fin de compte, il a vu une couverture où il y avait une flèche qui désignait ce truc et qui devrait désigner d'après lui le tombeau du Christ. Alors donc le Lazare Véniphoras tourne autour de Marie-Madeleine. On ne pourrait pas dire que ça tourne autour de Marie-Madeleine. C'est un texte complètement sur Marie-Madeleine qui est extrêmement comment dire, pénible à lire quand on est... Parce que voilà, c'est la vie de Marie-Madeleine, elle a fait ci, elle a fait ça. Je trouve... Alors, est-ce qu'il a été vraiment écrit par l'abbé Boudet? Ce livre est amené pour la première fois par Gérard de Sède dans l'Ordre de Rennes, où il dit qu'il a été détruit sur la place de Rennes par la municipalité ou par machin, donc, et que ça a précipité le départ de Boudet, puisque Boudet va... Je sais, Gérard de Sède, voilà, ouais, je pense que c'est un peu gros. C'est un peu gros. D'ailleurs, quand on lit le livre, ça ne justifie pas, au contraire, c'est un livre pieux, puisque c'est un livre qui parle que de Marie-Madeleine. Je ne vois pas pourquoi il aurait pu être brûlé sur la place publique. Je ne sais pas si au 19e siècle on brûlait encore sur la place publique. Déjà, c'était assez comment dire... Oui, assez gros, comme tu dis, assez gros, parce que, bon, mais c'est amené par Gérard de Sède, et comme Gérard de Sède, il faut aussi lire entre les lignes. Bon, après, ce texte est réapparu dans les années, on va dire 80, début des années 80, par un gars de Toulouse qui nous disait avoir l'original.
mais qui ne vendait que des photocopies, pour pas que le livre sorte du territoire français. D'accord. À ton avis, qu'a voulu coder l'abbé Boudet, le véritable mystère? Ah ben le véritable mystère est le mystère, le gros mystère, c'est un secret religieux. Donc il va nous parler de Marie-Madeleine, de sa tombe, il va nous parler de la tombe du Christ, qu'il ne nommera jamais dans son bouquin, jamais il ne parlera de Jésus-Christ, jamais. Ses références sont le Sauveur, souvent il appelle le Sauveur, mais bon, il nous dit un peu, à un certain moment même d'ailleurs que c'est le Fils de l'homme et pas le Fils de Dieu. Pour un curé, c'est bon, soi-disant, on m'a dit oui, mais c'était souvent qu'on prenait cette expression Fils de l'homme pour Jésus. Bon, c'est pas très catholique, on va dire. Ça ne serait pas plutôt la doctrine des Ariens? Des Ariens, Aria avec AI, hein. Oui, je sais pas. Je sais pas. Je me suis pas trop intéressé à ce genre de choses parce que c'est se disperser après. Hein, donc, pour moi, comme je dis toujours, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où. Après, quand je saurai où c'est, j'en déduirai le reste. Si je rentre dans un tombeau, je rentre peut-être comme Arsène Lupin, et tout le monde a mis son nom a gravé son nom sur l'entrée de machin. Peut-être qu'il y a eu exactement la même chose ici. Peut-être que justement Arsène Lupin, Maurice Leblanc, parce que voilà, avec le personnage d'Arsène Lupin, nous amène une vérité qu'il a eue. Lui, donc toi, tu es quasiment sûr, il y a ici une nécropole souterraine abritant des tombeaux liés à Jésus, Marie-Madeleine. Oui, ça, on ne peut pas le contester. Le livre de La vraie langue celtique est axé que là-dessus, que sur le tombeau de Marie-Madeleine et Jésus, qui, d'après moi, ne sont pas enterrés ensemble, mais enterrés l'un en face de l'autre. Comme on le voit d'ailleurs dans l'église de Rennes-le-Château. Marie-Madeleine est sous l'autel et elle regarde la montagne qui est en face, c'est-à-dire où Jésus il marque, il est machin, venez à moi. Et ça pourrait s'expliquer parce que par la différence d'âge, on enterre Jésus. Alors mettons, Jésus est arrivé vivant, mort, on ne sait pas, ça n'a pas d'importance, l'essentiel c'est qu'il soit là. Et donc il est enterré, donc Tibère fait construire un immense tombeau ici en utilisant peut-être une structure plus ancienne qui existait déjà, je ne sais pas, on peut le supposer. Il enterre Jésus, mais Marie-Madeleine est toujours vivante. Et comme il noie le tombeau à la manière des Visigoths, c'est-à-dire il noie le tombeau sous l'eau pour éviter que justement les gens puissent y accéder trop facilement, quand Marie-Madeleine meurt, on ne peut plus accéder au tombeau, on ne peut plus rouvrir la sépulture pour mettre Marie-Madeleine à ses côtés, quoi, en fin de compte. Donc elle est enterrée face à son époux spirituel ou véritable époux. Bon, je laisse les gens se faire leur propre opinion là-dessus, mais je pense que, oui, ils ne sont pas enterrés ensemble. Donc ce qui fait que dans l'église de Rennes-le-Château, elle est sous l'autel, d'ailleurs sous le dolmen, Boudet est sur sa carte, mais le dolmen à un certain endroit est en fait la fontaine de la Gaude ou la fontaine qui s'appelle maintenant, il nous dit, la fontaine de la Madeleine. Donc le dolmen semble lié justement à Marie-Madeleine, et en face on a le Cardou qui serait la montagne sur sa carte, la montagne du Cardou qui serait liée à la tombe de Jésus. Voilà. Donc à ton avis, Jésus est venu ici vivant? Moi, je penserais pour cette hypothèse. Il a rééchappé à la crucifixion parce que c'est une crucifixion, comment dire, c'est symbolique. Ouais. Symbolique. Il a effectivement, il est peut-être effectivement passé sur la croix, mais il restait 3 heures et mourir au bout de 3 heures, ou très peu de temps. La crucifixion, c'était un supplice qui durait des jours. Il y avait des gens qui restaient sur la croix pendant des jours et des jours, de toute manière, et qui mouraient petit à petit, comme ça. Ah bah, de toute façon, c'était prévu ainsi, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Or, Jésus,
Il a bénéficié d'un traitement de faveur. Il a bénéficié d'un traitement de faveur. Au bout de 3 heures, on le décroche, suite à l'intervention de Joseph d'Arimathie qui dit « Moi j'ai un tombeau, est-ce qu'on peut le… » Et puis il y a le… Il y a Pilate et Claudia Procula. Et il y a Pilate et Procula qui étaient aussi, on peut dire, dans ce théâtre. Et elle n'est pas ici, Claudia, t'es sûre? Eh ben, en fait, voilà, je vais être honnête, l'abbé Boudet ne parle pas de Claudia Procula ni de Ponce Pilate dans son livre. Maintenant, comme il nous dit qu'il y a un mélange de différentes bières, peut-être que Claudia Procula est enterrée aussi ici. Hein. Donc, on peut dire que tous les gens qui ont tourné autour de Jésus à cette époque-là sont venus plus ou moins vers ici et ont été enterrés dans la région, dans la région, côte à côte. Il parle d'une nécropole, même l'évêché de Carcassonne d'ailleurs parle d'une nécropole, que tout le monde situe à Rennes-les-Bains, même Pierre Plantard d'ailleurs, et qui est dans la région. Alors, je ne citerai pas où, parce que je ne le sais pas. Si je le savais, je serais déjà allé. Mais il y a effectivement une nécropole dans la région. Donc Boudet connaissait ce secret, donc la localisation de cette nécropole. Simplement, il ne pouvait pas en parler. Donc il a décidé… Voilà, il recode le message. Lui, il ne peut pas, c'est pareil. En tant que prêtre, il ne pouvait pas dire j'ai trouvé la tombe de Jésus, parce qu'à l'époque, le Vatican, il était même encore plus à cheval sur les procédures que maintenant. Hein. Donc, il ne pouvait pas en parler. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais si l'abbé Boudet a trouvé, pourquoi il ne l'a pas dit? C'était impossible. Les temps n'étaient pas prêts. C'était pas le temps, c'était pas encore. Donc, il recode et il redonne le message, il retransmet le message. Et ce message, il va le transmettre avec la vraie langue celtique, mais qui n'est qu'un livre et qui a été tiré, on ne sait pas à combien d'exemplaires, c'est ça le problème. Donc il faut inscrire ce message dans la pierre et je pense que c'est ça qui a présidé à la construction de Rennes-le-Château. Parce qu'il fallait que le message dure et perdure. Donc, et après, peut-être qu'il attendait que quelqu'un de destiné puisse reprendre le flambeau. Alors justement, on dit, André, souvent que tu es la réincarnation de l'abbé Boudet. Oui, beaucoup de personnes me le disent et je trouve ça ironique que si je suis la réincarnation de l'abbé Boudet, que pratiquement 90 ans ou 100 ans après, je vienne décoder le propre livre que j'ai écrit. Je trouve ça ironique. Je dis tiens, là-haut, ils ont le sens de l'humour. Ils ont le sens de l'humour. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent que je suis la réincarnation de l'abbé Boudet. C'est pour ça qu'il faut ça me flatte. Ça me flatte, parce que Boudet était quand même un personnage hors du commun, je dirais. Hors du commun. Son ouvrage est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes le plus souvent possible pour réveiller ses mémoires. Oui. Et atteindre le Graal. Mais à chaque fois, je dis justement, je pense que l'abbé Boudet serait content que son livre soit enfin mis en valeur, alors qu'il a eu énormément de déboires quand il l'a publié, parce que les gens n'ont rien compris. Les gens n'ont rien compris. Alors, donc là, je serais content que justement tout le monde se mette à lire la vraie langue celtique, chacun à sa manière, et qu'il puisse, que l'homme de l'ombre sorte à la lumière. Et pas comme l'abbé Saunière qui a toujours, lui, brillé sur son rocher. En tout cas, tu as déjà réussi ta mission, c'est que 100 ans après sa mort, on reparle toujours de l'abbé Boudet. Voilà. Merci André.